Camille, bonjour. Bonjour Philippe. Donc Philippe Guionneau, je suis responsable du pôle déploiement chez VIF et j'ai assisté à une superbe masterclass animée par Camille sur la conduite du changement. Alors, quelle est cette problématique, Camille? Alors, il faut bien avoir en tête que la conduite du changement, ça existe en fait depuis longtemps. La conduite du changement, en tout cas le fait d'avoir en tête que le facteur humain a son importance au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise, est né finalement après la Seconde Guerre mondiale, où on avait vraiment pris conscience de ça. Je dirais qu'il y a eu un tournant majeur dans les années 90 avec le développement massif, en tout cas, des nouvelles technologies où là, on a pris conscience qu'il fallait accompagner les collaborateurs. Mais cet accompagnement passait principalement par de la formation. On sait aujourd'hui que la formation, c'est nécessaire, mais absolument pas suffisant. En 2010, s'est posé la question pour les entreprises d'internaliser cette compétence. Malheureusement, ça prend encore du temps, c'est pas encore mature parce que les entreprises sont encore principalement régies par des enjeux, des objectifs financiers qui n'adressent pas encore totalement le facteur humain. D'accord. Il y a encore un effort à parcourir sur ce thème. Alors, c'est pour ça que VIF, qui n'est pas spécialiste de ce métier-là, fait appel à un partenaire CGI. Et Camille, je vais te demander déjà de présenter un petit peu ton rôle chez CGI. Oui, tout à fait. Donc Camille Capdeville, je suis directrice en charge des activités d'accompagnement au changement pour CGI Business Consulting. D'accord. Et VIF fait appel à ce type de société parce que ce n'est pas du tout notre métier. Mais par contre, dans notre pratique des projets, dans les phases de déploiement, on rencontre des écueils. Et justement, on a besoin de complémentarité de compétences et CGI nous l'offre. Alors, le type de caractéristiques d'un changement, c'est quoi? Alors, le problème, c'est qu'on a tout un tas de changements qui peuvent être très différents. C'est pour ça que la conduite du changement, c'est un véritable processus qui est soutenu par des outils. On ne s'improvise pas, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de place à l'improvisation dans la conduite du changement. C'est vraiment tout un processus qui doit mener à un objectif clair en termes de facteur humain, qui est l'adoption. On a beaucoup parlé d'adhésion. J'adhère à un projet, on fait en sorte que les collaborateurs adhèrent à un projet. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller chercher l'adoption. L'adoption, c'est quand les utilisateurs finaux ne pensent plus à ce qui existait avant et sont vraiment ancrés dans cette nouvelle solution. Mais en fait, il y a très peu de projets où on a besoin de traiter cette problématique. Alors non, Mm. non, tous les projets, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur taille, quelle que soit l'importance située au sein de l'entreprise, nécessitent de la conduite du changement. Donc, il faut très clairement, dès le début d'un projet, et je dirais même dès la phase d'étude de faisabilité, penser conduite du changement et commencer à identifier finalement les grands enjeux de cette transformation d'un point de vue facteur humain. Et ça touche qui dans l'entreprise? Tout le monde. La conduite du Ouais. changement touche tout le monde. Mais il y a, comme je vous le disais, tout un processus à mettre en place qui va passer par un certain nombre d'étapes et on en oublie souvent beaucoup. Et la première étape, ça va être très clairement de travailler ce qu'on appelle le case for change ou l'argumentaire du changement. Ça se fait presque dès l'étude de faisabilité où on va aller identifier dans cet argumentaire du changement quels sont finalement les enjeux de la transformation pour l'entreprise, quels sont les bénéfices collectifs donc pour l'entreprise, mais aussi et surtout quels sont les bénéfices individuels. Qu'est-ce que les collaborateurs, d'un point de vue individuel, ont à retenir pour eux de cette transformation? Et ça veut dire que l'entreprise doit aller chercher chaque profil pour savoir quoi lui apporter, quelle motivation, enfin quel facteur de motivation on doit trouver pour eux. Oui, tout à fait, Philippe. En fait, il faut penser à bien cartographier en fait les populations impactées, et ça dès le début du projet, de manière, si possible, assez fine, puisque c'est ce qui va permettre derrière de travailler l'analyse d'impact. Donc, quel est l'état de l'art? Quelle est la cible? Quelle est la marche à franchir pour chacune des populations impactées pour atteindre l'objectif Mais final? quand je lance un projet, bon, on a déjà mesuré en fait l'investissement que représentait le projet. Est-ce que c'est un coût supplémentaire? Qu'est-ce qui le justifie?
Le ROI, Ouais. faut avoir en tête qu'il y a 70% des projets de transformation qui échouent ou n'atteignent pas les objectifs fixés parce que le facteur humain n'a pas été pris en considération. Donc, c'est vrai que la conduite du changement a un coût qui doit être intégré dans un coût global du projet. Il faut le chiffrer, il faut l'avoir en tête parce que si on ne met pas en place de conduite du changement, on va se retrouver, et le chiffre parle de lui-même, hein, à un moment donné bloqué, donc soit par une transformation qui ne va pas aller au bout, soit qui va parfois, dans le pire des cas, devoir être arrêté. Et ça a de toute façon un coût, ça. Donc autant l'anticiper, le chiffrer dès le début et se dire que bah voilà, je dois mettre en place de la conduite du changement. Je vais aller mesurer la largeur finalement des changements de mon projet. Donc la largeur, c'est plutôt le nombre de populations impactées, le nombre de sites si c'est multisite, mais aussi la profondeur. La profondeur, ça va être de se dire, ben, finalement, comment ça vient modifier mon écosystème? Est-ce que ça va modifier ou pas les compétences? Est-ce que je vais devoir avoir de nouvelles compétences? Est-ce que ça va modifier finalement le rôle de ma ligne managériale ou pas? Et en fait, ces deux choses, donc à la fois la largeur du changement et la profondeur du changement, vont permettre d'évaluer à peu près, il ne faut pas se fier qu'à ça, mais dans la grande masse, le coût à dédier à l'accompagnement du facteur humain. Et si on n'a pas la précaution de le faire dès le départ et qu'on se retrouve face à une situation de blocage, comment on réagit? Ben, il faut parfois accepter de stopper une transformation. Alors, c'est dur psychologiquement hein, de se dire ben, j'arrête tout ce que j'ai entrepris, je le mets en pause pour intégrer justement le facteur humain. Et j'ai envie de dire que parfois, c'est bénéfique de se rendre compte de ça parce qu'on peut rétropédaler. Quand on arrive au bout de la transformation et qu'on n'a pas créé l'adoption, on va de toute façon devoir rétropédaler, mais ce sera encore plus dur parce que finalement, vous avez déçu les collaborateurs. Le facteur échec intervient. Et là, pour aller remobiliser et chercher les collaborateurs à nouveau pour les réembarquer, l'effort est très, très lourd. Et comme ça touche toutes les strates de l'entreprise, est-ce que les managers ont un rôle particulier là-dedans? Oui, tout à fait. Les managers ont un rôle fondamental. Il faut arriver à conquérir, j'ai envie de dire, la ligne managériale parce que derrière, ça va créer de véritables ambassadeurs de cette transformation, quelle qu'elle soit, et des changements induits. D'accord. Et justement, le manager, comment on l'aide finalement dans cette situation-là? Ben, ce que j'ai dit au début sur le Case for Change, c'est fondamental de l'avoir travaillé parce que c'est justement sur ça qu'on va s'appuyer pour d'abord expliquer aux managers les bénéfices qu'ils vont en tirer. Il y a des transformations qui viennent bouleverser finalement, le terme n'est pas très joli, mais ça se dit comme ça, la zone de pouvoir du manager, où il va perdre finalement de la visibilité sur un certain nombre d'informations que les collaborateurs auront sans passer par lui. Du coup, il va forcément s'interroger sur le rôle qu'il a à jouer. Si on ne travaille pas ça avant avec eux, par de la mobilisation, par de l'échange, et puis tout un tas d'outils qu'on a évidemment dans notre boîte à outils, on n'arrivera pas à convaincre les utilisateurs finaux puisque eux-mêmes ne seront pas convaincus. Et comment on mesure en fait qu'on a réussi ce changement ou comment il progresse? Alors, bien souvent, comme on a ce prisme projet, on va venir mesurer uniquement la mise en œuvre des actions de conduite du changement. Évidemment, il faut le faire, ça c'est de l'ordre de la gestion de projet. Mais ce qu'il faut absolument chercher à mesurer, c'est le niveau d'adoption. Donc on utilise différents outils. Moi, il y en a un que j'aime particulièrement, que je n'ai pas inventé, qui s'appelle le baromètre ICAP. Je l'aime beaucoup parce qu'il est simple d'utilisation, donc tout le monde peut l'utiliser, et qui va permettre finalement, sur certains leviers, d'aller mesurer le niveau d'adoption. Donc le taux d'information, le taux de participation, le taux de communication, le taux d'adoption. Et ça va permettre, donc on le lance dès le démarrage du projet. Là, évidemment, les chiffres ne sont pas très bons et c'est normal, mais ça donne finalement le socle de base et la marche à franchir, l'effort à fournir pour arriver à l'adoption. On le lance pendant le projet, quand on est encore en phase de conception, parce qu'en toute logique, si on a mis de la conduite du changement, on a déjà entrepris des actions de communication et de mobilisation. Bien évidemment, post-go live, mais surtout, ce qui est très important, c'est de continuer à mesurer ce taux d'adoption après le go live. Et je dirais qu'il faut le faire à M+3, M+6, voire encore un an après, puisqu'on identifie qu'il faut à peu près un an pour être certain
qu'on a de l'adoption des collaborateurs. D'accord. Et si on mesure donc un taux d'adoption faible, ça veut dire qu'on relance des opérations? Oui, alors l'avantage de cet outil, c'est que ça permet de voir où est-ce qu'il faut fournir l'effort. Est-ce que c'est sur la communication qu'on s'est trompé? Est-ce que c'est sur le niveau d'information? Est-ce que c'est sur la mobilisation des collaborateurs? Donc, on ne va pas tout refaire du sol au plafond. On va les regarder dans chaque catégorie, en fait, là où on a encore de l'effort à fournir. D'accord. Et même dans un atelier sur une chaîne de production, on arrive à mesurer ce taux d'adoption? Oui, complètement. C'est un questionnaire assez simple, assez rapide à renseigner. On est vraiment sur du quantitatif, très peu sur du verbatim, etc. Parfois, en fonction des résultats, ça vaut le coup d'aller dans les chaînes de production et d'aller réinterroger l'utilisateur final pour avoir du verbatim et finalement un peu plus d'émotionnel, un peu plus de ressenti. Mais oui, complètement, ça permet de rectifier le tir. Et quand on réussit cette opération-là, célébration derrière parce qu'on sent qu'on a emmené tout le monde? Il faut toujours célébrer. Il faut toujours célébrer et au-delà de la mise en place finalement d'une stratégie de conduite du changement, de sa mise en œuvre, il y a un discours de vérité et de transparence à avoir auprès des utilisateurs finaux. Tout le monde sait qu'un projet de transformation, c'est complexe, que c'est mouvant, qu'il va y avoir des échecs. C'est pas grave en fait. Je pense qu'il y a un niveau de tolérance de l'être humain assez important dès l'instant où on ne lui a pas menti, dès l'instant où on a été transparent, qu'on lui a dit les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, ça maintient un lien de confiance. Quand il y a un déficit de confiance des utilisateurs finaux vis-à-vis de la direction de programme, par exemple, qui a lancé un programme de transformation, c'est très compliqué de rétropédaler. D'accord. Et on voit donc le facteur humain extrêmement important, c'est-à-dire que ça touche à la psychologie. Est-ce qu'il faut des compétences particulières dans l'entreprise pour faire ça? C'est important, oui. Comme je le disais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont entrepris d'internaliser ces compétences de conduite du changement. C'est pas un franc succès aujourd'hui, mais il y a une prise de conscience qui a été faite. Oui, ça demande des compétences. Alors, ça demande évidemment une maîtrise de ce processus qui mène à l'adoption, mais ça demande aussi du savoir-être. Quand vous nommez un responsable en termes de conduite du changement, s'il n'a pas le savoir-faire, on peut le former, on peut l'accompagner. Le savoir-être, c'est quand même beaucoup compliqué et ça demande nécessairement d'avoir des compétences en termes d'émotion. Donc, il faut avoir de l'empathie, il faut savoir faire de l'écoute active et tout ça, c'est pas forcément inné. D'accord. Merci beaucoup Camille pour toutes ces explications. De rien. La masterclass était très très riche et il y a énormément de choses à apprendre. Merci beaucoup. Merci pour l'écoute. Au revoir. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, bruh, not today. Stayed in